Les amis, ouf, ça y est, l'équipe de France a passé ce huitième de finale. Ce fut laborieux, je viens de terminer le match Portugal-Slovénie. Je vais vous faire un petit débrief de ces deux matchs assez rapide parce qu'il est assez tard et je me lève assez tôt demain. Donc ce premier match entre la France et la Belgique. Tout d'abord au niveau des compositions, on a vu que Didier Deschamps, mais ça c'était prévu déjà depuis quelques jours, a changé sa composition initiale. Il est parti là, en tous les cas, il comptait partir sur un 4-4-2 en losange. On reconduit la défense classiquement. Au milieu de terrain, on retrouve Tchouaméni, Kanté un peu plus haut et Rabiot de l'autre côté, et puis Griezmann en meneur avec devant Thuram, Mbappé. Et puis on se rend compte dans la réalité très vite quand le match débute que Griezmann glisse un peu plus haut et joue plutôt sur la droite, s'adapte un petit peu à un autre dispositif. De l'autre côté, pour la Belgique, c'est aussi un 4-4-2. Là, on retrouve classiquement Castells dans les buts, Théat, Vertonghen, Faes, Castagne en défense. Et puis le milieu de terrain change un peu, contrairement à ce qu'on voyait auparavant. Alors, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais j'aime beaucoup ce coach à Dominique Tedesco qui prend en compte les faiblesses de son équipe et qui fait évoluer sa composition au fur et à mesure du tournoi. Et là, au milieu, on voit qu'il y a Onana. Tielemans n'est plus là, alors pas parce que il joue mal, au contraire, j'ai trouvé Tielemans très bon durant cet Euro, mais il adapte un peu, comme je le disais, cette composition. Peut-être il écoute mes vidéos, ça m'étonnerait, mais en tous les cas, j'en avais parlé dans mes vidéos précédentes quand je parlais de la Belgique. Il a choisi d'opter pour un attaquant de soutien à Lukaku devant, donc c'est pour ça qu'il y a un joueur en moins sur le milieu défensif. Il a fait jouer Openda en soutien donc de Lukaku, avec juste derrière De Bruyne pour essayer d'alimenter en ballon. Et sur les côtés, on retrouve Doku côté gauche et l'ancien Monégas, l'ancien de l'Atlético, Carrasco sur la droite. Il n'a pas mis Trossard, mais ça je l'avais dit que je trouvais que Trossard faisait pas une très bonne compétition. Il n'a pas choisi de mettre Luque Bacchio non plus. Il a plutôt mis Carrasco. Ce fut un choix assez payant pour la Belgique. On va le voir quand je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais voilà un peu la composition de départ de la Belgique. Donc encore une fois, une composition qui a évolué et qui a tenu compte, selon moi, des faiblesses que pouvait montrer la Belgique, surtout en attaque. On avait du mal à trouver Lukaku lors des matchs précédents. On avait du mal à l'alimenter en ballon et j'avais indiqué qu'un attaquant de soutien pouvait lui faire du bien. C'est le cas avec Loïs Openda. Donc le match débute comme ça et on voit rapidement une assez bonne maîtrise de la France, en tout cas une grande possession de la France. C'est vrai que la Belgique joue avec un 4-4-2, avec un bloc assez bas, et on voit qu'ils attendent les Français. Alors est-ce que c'est un peu de prudence? Est-ce qu'ils ont un peu peur de se découvrir? En tous les cas, c'est sans doute la tactique voulue par Tedesco, plutôt un bloc bas, aspirer les Français, les attendre et essayer de mener des contre-attaques ou essayer de construire pour prendre à défaut la défense une fois que le bloc français se montre plus haut. Bon, c'est pas, voilà, ça n'a pas forcément marché. On a vu plutôt une Belgique très attentiste qui n'a pas développé un très bon football, qui n'a pas su se procurer d'occasion. Du côté français, je le disais, une assez grande possession de la balle, mais là aussi, ça manquait un peu de rythme. C'est clair que on voyait l'équipe de France faire beaucoup de passes, se chercher, mais devant, ça manquait de mordant, ça manquait de percussion, ça manquait un peu de précision. Encore une fois, dans le dernier geste, c'était laborieux. Il faut se dire, les amis, qu'on a fini le match avec près de 20 tirs, donc seulement 2 ou 3 cadrés, je crois. C'est vraiment pas beaucoup quand on sait qu'on a été champion du monde en 2018. Une frappe sur 2 était cadrée et allait au fond. Là, voilà, près de 20 tirs et seulement 2 ou 3 tirs cadrés, c'est vraiment trop peu. Alors il y a des points positifs quand même avec cette équipe de France. Maignan sur sa ligne impériale, à chaque fois qu'il a à faire un geste, il fait le bon. On voit, il est très vif sur ses détentes, très réactif sur les frappes. Il arrive à faire de belles horizontales. Maignan, franchement, il fait un bon tournoi. Sur la droite, Koundé, homme du match, il a réussi à museler Doku. On sait en ce moment que Doku peut être l'arme forte en Belgique par sa percussion, par ses dribbles, par ses enchaînements et ses centres.
Koundé l'a parfaitement muselé. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'à gauche, Théo Hernandez a été pris en marquage individuel par Yannick Carrasco qui lui a laissé très peu d'espace. Et donc je le disais, paradoxalement, c'est Koundé qui a porté sur son côté droit un peu plus d'allant offensif que Hernandez qui était assez muselé par Yannick Carrasco. La défense centrale, Saliba ou Upamecano a été très bon, même si Saliba nous a fait une petite frayeur vers la fin du match. Alors je ne sais pas pourquoi il a voulu monter avec le ballon, peut-être qu'il n'avait pas suffisamment de solutions ou de soutien, mais en tout cas je l'ai vu un peu monter, je commençais à me dire arrête, fais ta passe, ça n'a pas loupé. Il a perdu le ballon. Heureusement, on a eu un bon retour de Théo Hernandez avec un tacle qui a bien intercepté la montée de l'attaquant adverse. Mais sinon, Saliba, très bon match. Devant, Rabiot, on va le perdre pour le prochain match. Un carton jaune, il sera suspendu pour le match suivant. Tchouaméni, c'est une bonne satisfaction pour moi. C'est un des seuls qui ose faire des frappes de loin. Il a osé 2-3 fois, mais ça c'est caractéristique du jeu de Tchouaméni, il essaye de prendre sa chance de temps en temps, et là il l'a fait. On peut pas lui en vouloir, il a mis des balles un peu hors cadre, mais on peut pas lui en vouloir puisque c'est un des rares Français qui a essayé d'apporter le danger par des frappes de loin. Kanté, assez bon. Griezmann, par contre, un peu décevant. Il a du mal dans ce tournoi. J'ai l'impression qu'il est un peu cramé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. C'est peut-être caractéristique de ces joueurs qui jouent beaucoup de matchs dans la saison. Alors, oui, il y en a plusieurs. C'est peut-être pas non plus une excuse, mais en tous les cas, Griezmann, j'ai l'impression qu'il est un peu cramé et qu'il n'arrive pas à alimenter, à trouver les attaquants devant lui ou sur ses côtés. Il n'a pas fait un très bon match. Et Mbappé me déçoit un peu aussi. Parce que ça manque de mordant. Je trouve qu'il manque de percussion. Il a été dangereux une fois, je crois. Il a frappé une fois au but. Mais voilà, je trouve que depuis quelques matchs et déjà à la fin de sa saison au PSG, je le trouve pas très très percutant. Et là encore, dans ce tournoi, ça manque de percussion. Globalement, c'est ce que je disais, ça joue beaucoup en passe, mais dans les derniers mètres, ça manque de percussion, ça manque de quelqu'un qui va chercher la profondeur, quelqu'un qui va percuter devant. Thuram, je suis désolé, Thuram, je ne sais pas si Didier Deschamps a une dette envers son père, Lilian, à un moment donné, mais moi, je essaierai autre chose. Thuram, alors, Giroud, j'entends dire qu'il n'est pas au top physiquement, peut-être aussi issu d'une longue saison. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas le mettre. Globalement, il ne fait pas beaucoup de changements. Didier Deschamps, il fait souvent confiance aux mêmes joueurs. Et là, on l'a vu, il a fait rentrer un joueur simplement lors de cette partie. Mais Thuram, moi, j'essaierai peut-être autre chose. De l'autre côté, Doku, je le disais, qui n'a pas su faire grand-chose. Carrasco a fait un bon match. La défense belge a été plutôt bonne. Mais la Belgique, en fait, ça s'est décidé dans les 2 dernières minutes pour l'équipe de France parce que ça a récompensé l'équipe qui a eu le plus d'envie finalement. La Belgique, on dirait qu'ils n'avaient pas d'envie. Je ne sais pas s'ils attendaient une faute française, mais il n'y avait pas de jeu en Belgique. C'est dommage pour eux. Ils n'ont pas montré d'allant dans ce match. Ils n'ont pas montré de détermination. Ils n'ont pas montré d'envie. Et ils ont été punis à 2 minutes de la fin. Alors c'est encore le meilleur buteur de l'Euro contre son camp. En fait, c'est une balle qui arrive sur Kolo Muani. Il frappe et il frappe sur son pied d'appui. La balle rebondit sur son pied d'appui, rebondit ensuite sur Vertonghen qui trompe Castells. C'est ce coup de billard qui fait que les Bleus mènent à 2 minutes de la fin. Je disais le meilleur buteur de l'Euro contre son camp. Il a même marqué plus de buts contre son camp, a marqué plus de buts que Platini, qui était le recordman du nombre de buts sur une édition. C'est pour la petite blague, mais je crois qu'on en est à une dizaine de buts contre son camp. C'est quand même une statistique très importante dans un seul et même tournoi. Figurez-vous, les amis, que le meilleur buteur français dans le jeu aujourd'hui, c'est qui? C'est Robin Lenormand. Robin Lenormand, en Espagne, a mis un but, certes contre son camp, mais c'est lui du coup qui l'a marqué. C'est le meilleur buteur français dans ce tournoi, dans le jeu. Bref, c'était pour la petite aparté, 2 minutes avant la fin.
Là, les Belges commencent à se réveiller, c'est un peu trop tard. De Bruyne n'a jamais vraiment été décisif. J'aime beaucoup ce joueur, hein. Vous m'avez entendu parler de lui pendant pas mal de temps lors de la saison avec Manchester City. J'adore ce joueur, mais il a été incapable de trouver les attaquants et de faire la différence. Il n'a pas su peser dans le jeu. Un peu trop de déchets techniques. Mais voilà, un match, c'est pas le match de l'année, ça c'est clair. Je le disais, meilleure possession française, mais toujours ce côté un peu stérile devant. Et puis oui, le gros point faible du côté français, c'est le manque de mordant et le manque de percussion devant. Bien que les autres lignes, on n'est pas mauvais, hein, je le vois, on n'est pas mauvais. Côté belge, c'est décevant, un match qui a été décevant en fait. Ils n'ont pas su l'emballer, ils n'ont pas su prendre ce match. Je pense que la tactique de Dominique Tedesco n'a pas porté ses fruits. Mais bon, voilà, ils sortent du tournoi, encore une fois éliminés par les Français. Les Français qui affronteront donc au tour suivant le Portugal. Alors, quelques mots sur ce match Portugal-Slovénie. Un match comme on pouvait s'attendre, hein. La Slovénie, avec eux, il n'y a pas de surprise. On laisse la balle à l'adversaire, on attend et on essaye d'être bon en défense pour avoir quelques occasions en contre-attaque. C'est ça le jeu slovène. On l'a vu dans le groupe et ça date pas que de cet Euro. Beaucoup de matchs nuls du côté de la Slovénie. Alors déjà au niveau de la composition, je reviens sur la composition, on a vu une composition portugaise plus en lien avec leurs aspirations et leurs ambitions. Ils avaient mis une équipe B lors du dernier match de groupe où ils ont perdu contre la Géorgie. Ici, on a retrouvé les titulaires habituels. Pas de surprise sur la composition. Toujours une défense avec Pépé en patron, hein, dans la défense. Une personne que j'ai trouvé très bon, un joueur que j'ai trouvé très bon, c'est Cancelo sur l'aile. Ruben Dias qui est toujours à son niveau. Et puis Nuno Mendes sur la gauche. Alors Nuno Mendes avec Raphaël Leao plus haut. Ça, c'est caractéristique de Leao dans ce tournoi. Leao, c'est l'inverse d'un diesel. Des fois, il y en a qui ont du mal à démarrer et qui emballent ensuite la rencontre. Leao, c'est plutôt la voiture électrique, hein. Il a beaucoup donné tout de suite, mais au bout de 20 minutes, une demi-heure, on l'a plus vu. Il faisait plus rien sur son côté. Ça penchait quand même un peu plus du côté droit au fur et à mesure, le Portugal, avec toujours un très bon Bernardo Silva, et puis je l'ai dit juste derrière, un très bon Cancelo, surtout à partir de la deuxième mi-temps. Et puis devant, Ronaldo, qui a manqué de justesse technique dans ce match-là. On voit qu'il a loupé pas mal de petites choses qu'il n'a pas l'habitude de louper, mais qui est toujours présent quand même. Très bon match de Pépé, jusqu'à un certain moment, on va voir. Bernardo Silva un peu transparent dans ce match-là. Et puis en face, on avait une équipe slovène qui a été reconduite comme dans les groupes, la même équipe, sauf à gauche, le défenseur latéral gauche qui était suspendu et qui a été remplacé par Balkovec, qui a fait un plutôt bon match, en tout cas qui a fait ce qu'on attendait de lui, hein. C'est pas le joueur du siècle, c'est pas un joueur très technique, mais physiquement, coup d'épaule, on emmène l'attaquant portugais en touche dans les tribunes, on le fait sortir du terrain, peu importe, physiquement on en impose et on arrive à garder son côté gauche. Donc globalement, finalement, la défense slovène a bien tenu le coup, hein, parce que là aussi les Portugais ont conservé la possession de la balle et ils n'ont pas réussi à trouver de solution. La défense slovène est assez hermétique et on compte comme ça sur les contre-attaques pour trouver devant Sesko ou Sporar, qui sont les deux attaquants slovènes qui eux sont relativement bons, hein, et on voit qu'ils pouvaient apporter le danger, qui pouvaient faire peur aux Portugais sur une action ou deux. Il fallait être vigilant en défense portugaise pour limiter ces contre-attaques de Sporar et de Sesko. Bon, voilà le schéma du jeu. Ça a été comme ça pendant tout le match. Des attaques portugaises, une défense regroupée et hermétique de la Slovénie, des balles en contre. On compte sur des attaquants, Sporar ou Sesko, qui dévient, qui essayent de trouver l'autre, qui joue un peu en passe et qui essayent de se montrer dangereux devant. Ça, si vous n'avez pas vu le match, c'était le schéma de jeu pendant tout le match. Et on arrive comme ça, à 0-0. On se dit que la Slovénie va peut-être faire la différence, va réussir leur coup grâce à ce jeu-là, hein, qu'ils déploient depuis le début de l'Euro. Et puis pendant les prolongations, c'est là où finalement il y a eu le plus de spectacles. D'abord, un penalty manqué de Ronaldo, en tout cas arrêté, pas manqué de Ronaldo, mais arrêté par un très bon Oblak, qui s'est bien détendu pour détourner la balle.
Et puis ensuite, la Slovénie a pratiquement réussi le hold-up. Hein. Je le disais, Pepe a été très bon tout le match, mais à la fin, il était cramé. On l'a vu faire une erreur bête d'inattention et de perdre la balle alors que c'était le dernier défenseur. Ça a été récupéré par Sesko qui s'offre un duel face à face face à Diogo Costa et qui ouvre mal son pied. Là aussi, peut-être il a manqué de jus. C'était en fin de match. Il était plus trop clairvoyant. Il aurait peut-être pu faire une feinte de frappe, le dribbler ou enrouler un peu plus son pied. Bref, Diogo Costa détourne la balle. C'est dommage. Pour la Slovénie, en tout cas, ils ont loupé le coche, ils ont loupé ça. C'était pratiquement, je crois qu'il restait 1 ou 2 minutes dans le temps des prolongations, et donc ça nous a apporté un match au tir au but. Et au tir au but, une magnifique séance de Diogo Costa. Il a arrêté les 3 premiers tirs de la Slovénie, alors que le Portugal a mis ses 3 tirs au but. Diogo Costa, il n'y a pas eu un poteau, hein, il n'y a pas eu une balle en dehors. C'est Diogo Costa qui a sorti les 3 premiers tirs de la Slovénie et qui offre du coup la qualification au Portugal qui va affronter l'équipe de France en quart de finale. Bon, c'est mérité, on va dire, par rapport à ce qu'on a vu. Même si les Slovènes ont été héroïques, surtout en défense, et auraient pu réaliser le hold-up, c'est quand même mérité vu la physionomie du match. En tout cas, ça nous promet un beau match. De nouveau, hein, je le dis pratiquement à chaque tour, il va falloir pour les Français se montrer plus réalistes s'ils veulent aller au bout, parce que c'est quand même difficile de remporter un Euro sans marquer le moindre but en phase de jeu, ce qui est le cas actuellement. Donc, va falloir travailler encore l'attaque, même si le reste des lignes est plutôt bonne, comme je l'avais dit. Du côté portugais, si je devais faire des changements, je tenterais peut-être autre chose que Léao, hein. Ou alors le changer au bout de 20 minutes, parce que comme je le dis, moteur électrique, c'est bon que pendant un court restant, après, ça ne marche plus. À droite, bon, l'équipe est bonne comme ça, mais Conceição, on voit que ça peut être un très bon joker. Hein. Il est encore jeune, il va encore prendre du galon, évoluer, mais on voit que ça peut être un bon joker sur la droite. Il a apporté pas mal de choses par ses dribbles en fin de match. Il a raison pour l'instant de le préserver, de le laisser un peu sur le banc de touche et de le faire rentrer en cours de jeu. Ça peut dynamiter un peu les choses, mais je pense qu'on s'attend pas une grande surprise du côté du Portugal. Ça va être une composition assez classique. On verra bien ce que ça peut donner. Voilà les amis, je vous fais le montage, je vous sors la vidéo, vous l'aurez sans doute dans la matinée. Moi je vous laisse là, je vais aller me coucher, on verra ce que donnera la suite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 matchs-là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.